Bienvenue dans Déconstruire les idées reçues avec Christian Do, l'endroit où apprendre autrement, penser en dehors de la boîte devient une habitude et où la connaissance des choses cachées se révèle. Aujourd'hui, nous allons parler de racisme. Je vais notamment répondre à la question: sommes-nous tous racistes? Dans une courte vidéo publiée le 5 août 2025 dernier sur le réseau social Facebook, en réponse à une question posée par France 2 dans l'une de ses émissions, sommes-nous tous racistes? J'ai reçu de nombreuses questions, des demandes de précision, mais aussi des remarques soulevant des confusions légitimes. Beaucoup de personnes souhaitaient aller plus loin dans la réflexion, mais plus encore, dans la déconstruction. C'est dans ce contexte que j'ai décidé de faire cette vidéo, afin d'approfondir ma réflexion sur le sujet, car comme j'ai l'habitude de le dire en paraphrasant Sacha Boudjema, la connaissance est la seule chose que vous ne pouvez pas perdre en la partageant. Comme je le disais dans ma vidéo du 5 août, le mot racisme provoque souvent des réactions fortes. Certains le rejettent avec vigueur, d'autres s'en sentent à peine concernés, et beaucoup peinent à le définir clairement, à comprendre comment il opère, où il se cache, et surtout mais comment il s'insinue dans nos gestes les plus quotidiens. Lorsque le 17 juin 2025, France 2, dans une de ses émissions, pose la question: sommes-nous tous racistes? Il me vient tout de suite à l'esprit l'envie d'y répondre, de déconstruire les idées reçues, surtout après l'avoir regardée. En effet, bien qu'intéressante à de nombreux égards, l'émission suggérait implicitement que nous serions tous racistes. Et c'est là que pour moi il fallait faire une pause. Parce que non, nous ne sommes pas tous racistes. Ce message implicite du tous raciste est dangereux. Le racisme n'est pas naturel ou universel. Personne ne naît raciste. Il s'agit d'une idéologie de domination historiquement située, codifiée, diffusée, entretenue et utilisée pour justifier l'exploitation, l'expropriation, l'asservissement de populations entières et des siècles d'oppression. J'aime rappeler dans mes conférences que le mot race apparaît seulement au XVe siècle. Avant cette période, donc, on ne parlait pas de race, encore moins de racisme. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existait pas d'autres formes de discrimination, mais celles-ci reposaient sur d'autres critères: la langue, la religion, la culture, l'appartenance à une cité ou à un empire, et parfois le statut social. On pouvait être méprisé ou exclu parce que l'on était étranger, esclave ou adepte d'une autre foi, mais pas encore en raison d'une race au sens biologique et hiérarchique que l'époque moderne inventera plus tard. Afin d'en parler avec vous, je vous invite, comme je le fais avec les enfants et adolescents dans les écoles primaires et secondaires lors de mes ateliers, à faire un petit voyage dans le temps, et je vais vous emmener à une époque où, tenez-vous bien, le racisme n'existait pas. Restez connectés. Quand on parle de racisme aujourd'hui, on imagine tout de suite que cela a toujours existé dans l'histoire de l'humanité et que la discrimination raciale est naturelle. Pourtant, si l'on se replonge dans l'Antiquité, ce concept n'a absolument aucun sens. Dans les sociétés grecques, romaines ou égyptiennes antiques, la notion moderne de race n'existe tout simplement pas. On distinguait les individus avant tout par leur origine géographique, leur culture, leur langue ou leur cité, et non par une supposée couleur de peau ou une appartenance à une race biologique. On était égyptien, grec, romain, perse, éthiopien, etc. Bien sûr, les préjugés et les discriminations existaient, mais ils reposaient principalement sur le statut social, la citoyenneté, la religion ou l'appartenance à un groupe culturel, et non sur la pigmentation de la peau. Un Grec du 5e siècle avant Jésus-Christ aurait été perplexe si on lui avait décrit quelqu'un comme noir ou blanc. Ces catégories globales ne signifiaient rien pour lui. Les mots décrivant la couleur de la peau étaient descriptifs et contextuels, plutôt qu'une classification biologique figée. On parlait de teint clair, sombre, rougi ou doré. Ces nuances servaient à décrire un aspect visible et non à diviser l'humanité en races hiérarchisées. Les Grecs, par exemple, utilisaient mélas pour désigner un teint sombre ou leukos pour un teint clair. Les personnes mélas ou leukos n'ont jamais servi à classer l'humanité en groupes. Comme le rappelle l'historien Frank Snowden, et je le cite, les anciens ne sont pas tombés dans l'erreur du racisme biologique. La peau noire n'était pas un signe d'infériorité. Les Grecs et les Romains n'ont pas fait de la couleur un obstacle à l'intégration dans la société. Jamais ils ne jugèrent un homme sur la couleur de sa peau. La couleur de peau n'avait tellement pas d'importance à cette époque que l'Empire romain a compté plusieurs empereurs noirs, dont Septime Sévère, appelé le bâtisseur de Londres pour avoir transformé la ville à l'époque et renforcé les murailles, dont des sections sont encore visibles aujourd'hui, et son fils Caracalla, représenté dans le film Gladiator 2 et incarné par Fred Etchinger. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant nous montre qu'il y a eu une époque sans racisme. Si dans l'Antiquité, la discrimination existait,
Elle ne reposait ni sur des critères raciaux, ni sur une idéologie de hiérarchisation biologique des êtres humains. Même les mots race et racisme sont inexistants à cette époque. Ce seul fait démontre à lui seul que le racisme n'est pas naturel. Il n'est pas inné, c'est une invention, et que par conséquent, nous ne sommes pas tous racistes. Après l'Antiquité, toutefois, poursuivons notre voyage et découvrons comment les choses ont évolué au Moyen Âge.